Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est de nouveau ensemble. Merci d'être là. On va laisser quelques secondes pour que tout le monde puisse se connecter, arriver sur notre page Facebook. On va laisser quelques secondes. Voilà, donc comme vous voyez, je ne suis pas seule à l'écran. J'espère que vous allez très bien. Je suis Sarah Garcia, chargée des projets chez Optoys, et je suis ce soir accompagnée de Patrice Iacovella. Il est sophrologue, un des rares spécialisés pour les enfants, pas loin de Lyon, avec plus de 10 ans d'expérience. On va partager 1 heure ensemble avec tout son savoir, parce qu'en plus de sophrologue, il a plusieurs casquettes. Donc, il a aussi la casquette des formateurs. Il fait souvent des conférences, il intervient régulièrement dans les médias, des émissions télé ou radio. Et en plus, il a la casquette de l'expérience du quotidien parce qu'il est papa de 2 enfants. Et en plus de ça, il a la casquette de créateur d'un outil autour des émotions, ça s'appelle les émoticartes. Sûrement, j'imagine qu'il va nous présenter un peu son outil et donc, du coup, fondateur de la société Emotibox. Bonsoir, Patrice. Bonsoir Sarah, merci de votre accueil. Bonsoir à tous de nous suivre ce soir à 21 h sur cette page Facebook de Optoys. Bonsoir. Donc, du coup, aujourd'hui, ce soir, on va partager 1 heure ensemble. On va travailler autour des émotions et on va essayer de répondre ensemble à la question comment accompagner les enfants pendant ce contexte un peu d'incertitude, de déconfinement, de beaucoup de nouveaux autour de notre quotidien. Et on vous propose de structurer la session en 3 parts. Donc, une première un peu plus des bases théoriques où Patrice va nous parler de la résilience, il va nous parler de développement des compétences émotionnelles. Après, une deuxième partie dans laquelle il va nous donner des outils concrets. C'était pas mal de commentaires et des questions qu'on a reçues de votre part. C'était des besoins de votre part de dire je veux du concret, donc on va faire ça. Et après, une troisième partie, des questions-réponses, comme d'habitude avec les lives de Optoys, parce qu'on veut cet échange, on veut de l'interaction. Voilà, on sait que vous êtes là derrière l'écran, donc n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos questions et d'écrire directement. Et à la fin, on va consacrer un peu de temps pour ça, pour le direct, pour cet échange. Et bien sûr que voilà, on va essayer de répondre au plus nombre des questions, mais on n'a qu'une heure, donc on va faire de notre mieux. Je vous laisse avec Patricia Covella et après je reviendrai pour les temps des questions. Donc je vous dis à bientôt. À tout à l'heure Sarah, merci beaucoup. Eh bien, tout d'abord, merci, bienvenue dans ce live. Alors, elle façonne notre quotidien. Nous en ressentons plus d'une centaine par jour. Elles sont le reflet de notre personnalité et bien souvent, elles nous envahissent. Vous voyez de qui je veux parler? Ce sont de nos émotions, bien sûr, et plus précisément, les émotions de nos enfants. Puisque c'est le thème de la soirée, du live de ce soir, comment accompagner les émotions des enfants dans ce contexte incertain. Et on va le voir, chaque étape, chaque période de la vie a finalement été un contexte incertain dans lequel il a fallu s'adapter et pour arriver à mieux avancer et arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, avant de commencer, j'espère que vous êtes confortablement bien installés chez vous, isolés de façon à ne pas être dérangés, mais surtout de ne pas déranger votre petite famille, que vous avez pris de quoi vous hydrater, parce que c'est important de s'hydrater. On va rester 1 heure ensemble et on a besoin de boire, et de prendre des notes. Et surtout d'être avec moi à 100%, car moi, je vais être avec vous à 100%. Comme vous l'a dit Sarah, vous avez pris connaissance de mon parcours. Pour résumer ça, autant vous dire combien le bien-être et l'épanouissement des enfants sont pour moi des valeurs fortes et fondamentales que j'ai envie de vous partager ce soir. Alors, les émotions ont aujourd'hui, c'est vrai, le vent en poupe. On en parle beaucoup, mais malheureusement, ce n'a pas toujours été le cas. C'est vrai, finalement, il y a dans des générations où d'exprimer ses émotions, de dire, de pleurer, c'était mal vu, de dire que l'on avait peur, c'était mal vu. Et du coup, dans certaines familles,
les émotions sont quelque chose de malsain finalement. Heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce que les enfants d'aujourd'hui, déjà, ne sont pas les enfants d'hier. Ça, on le sait très bien. On sait très bien aussi, on se doute que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas non plus les enfants de demain. Il y a toujours un décalage de temps et de génération. Par contre, une certitude, une chose est sûre, c'est que les enfants d'aujourd'hui, eh bien, seront les adultes de demain. C'est pour ça que c'est important à nos enfants, à nos générations actuelles, de leur donner les clés, les outils pour avancer plus sainement et plus sereinement dans la vie, pour faire aujourd'hui les adultes de demain, bien dans leur tête, bien dans leur corps, bien dans leurs émotions, mais bien finalement dans leur basket. Tout un programme. Eh bien, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire de tout ça, de ce programme-là, dans l'heure qui nous est réservée. Et avec le temps, on s'est rendu compte que, eh bien, il y a des émotions, soit des nouvelles émotions qui sont apparues, soit des émotions qui se sont renforcées. Je veux parler de stress. Je veux parler de frustration. Je veux parler d'injustice. Jusqu'à en arriver à un trop-plein qui s'appelle le burn-out. On connaît le burn-out en tant qu'adulte, que professionnel. C'est celui qui arrive le plus souvent. Mais il y a aussi un burn-out chez les enfants. Oui, les enfants aussi sont parfois en burn-out. En burn-out, soit avec leur famille, ils en peuvent plus. Soit, et c'est la plupart du temps le cas, en burn-out scolaire, avec des phobies scolaires, avec impossibilité d'aller en cours et toutes les conséquences qui vont avec. Donc, comme vous disait Sarah, le déroulement de la soirée, eh bien, c'est toujours intéressant de faire un point, de remettre des bases sur les émotions. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler des émotions, du fonctionnement des émotions. Alors, je ne vais pas faire un cours magistral et théorique, j'ai horreur de ça, mais je vais vraiment vous donner les bases pour que l'on parle de la même chose avec ma vision à moi. Voilà, tout le monde a ses propres mots et sa propre façon d'expliquer les choses. Comme ça, au moins, on rentrera vraiment dans cet univers-là. Ensuite, je vous proposerai 3 points que j'ai identifiés pour mieux accompagner vos enfants aujourd'hui dans ce monde incertain, finalement, et pour les aider à avancer et devenir les adultes de demain. Et comme j'ai horreur des grandes théories, ce que je disais précédemment, que j'aime bien les choses quand elles sont concrètes. Je veux que du pratico-pratique. Et c'est justement ce que je vous propose ce soir, c'est de vous donner, en fonction de ces 3 points, des outils, des clés, des trucs, des astuces, des méthodes, on les appellera comme on voudra, qui sont facilement réutilisables, que vous pourrez réutiliser à la fin du live, quoique peut-être les enfants seront couchés, ou en tout cas dès demain, mais dès que le besoin s'en fera ressentir. Je pense que c'est ça qu'on recherche aussi dans le flot d'informations que l'on peut avoir sur les émotions, c'est vraiment d'avoir des choses qui sont pratico-pratiques. Et enfin, je me ferai une joie de répondre à vos questions en fin de live. Avant de commencer, décidément, je dis toujours avant de commencer, mais j'ai tellement de choses qui sont importantes à dire. Je sais que vous êtes principalement des femmes à me suivre ce soir, merci vraiment, et que parmi vous, vous êtes nombreuses et nombreux à être dans l'enseignement. Et tout comme nous avons applaudi nos soignants pendant le confinement, moi j'ai envie de vous applaudir, mesdames et messieurs les enseignants qui nous écoutez ce soir, pour le travail formidable et remarquable que vous avez fait pendant cette période compliquée pour tous. Donc je vous invite vraiment, vous aussi, chez vous, on va pas se lever, mais à les applaudir. Alors, on ne vous entend pas, mais une telle énergie ne pourra que se ressentir dans le cœur de ces enseignants, car vous avez fait avec les outils du bord que vous aviez, avec les informations que vous récoltiez au fur et à mesure, pour faire en sorte de transmettre le mieux possible, eh bien, tout ce savoir qu'il y avait à transmettre pendant cette période de confinement. Je vous cache pas que ça a été difficile pour de nombreux enfants, mais en tout cas, eux ont fait de leur mieux parce que vous avez fait de votre mieux. Je tenais vraiment à vous en remercier, en tant que papa aussi d'ailleurs, et vous féliciter pour ce travail remarquable, car je sais combien il a manqué de reconnaissance. Voilà, je ferme la parenthèse. C'est peut-être aussi pour enchaîner sur une partie un petit peu théorique de qu'est-ce que c'est que les émotions. Finalement, c'est quoi une émotion? Une émotion, c'est une sensation, c'est un ressenti corporel que nous avons face à une situation.
il se passe quelque chose et notre corps va nous transmettre un message. C'est par exemple cette boule dans le ventre qui va monter dans la gorge et qui va peut-être finir en sourire ou peut-être en larmes en entendant une musique qui nous rappelle des souvenirs. C'est peut-être aussi ces mâchoires qui vont se serrer et les poings qui vont se contracter parce qu'on nous a dit quelque chose qui nous a touchés. C'est ça une émotion. Une émotion dure quelques secondes à quelques minutes. C'est assez rapide. Par contre, lorsque ça dure beaucoup plus longtemps, de quelques minutes à plusieurs jours, semaines, mois, années, on va appeler ça un état émotionnel. Parce que c'est une émotion qui va durer dans le temps. Par exemple, je sais que parmi vous, j'imagine, vous êtes des mamans et que vous avez donné la vie un jour. Ce moment-là, ou le moment où vous avez appris que vous étiez enceinte, vous a donné une émotion, j'imagine, de joie. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, il y a fort à parier que vous vous souvenez précisément de comment vous l'avez annoncé à votre conjoint, de où vous étiez, comment était la salle d'accouchement, quel a été votre premier mot, de tout, parce que cette émotion a été tellement forte et intense qu'elle s'est transformée en un état émotionnel. Ça, c'était pour une émotion. Une autre émotion, c'est, et là encore, je suis prête à parier que vous vous souvenez précisément de l'endroit où vous étiez le jour où vous avez appris les attentats du World Trade Center le 11 septembre 2001. Avec qui vous étiez, comment vous l'avez appris, ce que vous faisiez. Parce que c'était un tel cataclysme dans le monde que aujourd'hui encore, eh bien, notre émotion s'est transformée en un état émotionnel. Mais si on revient encore plus près de nos jours, qui se souvient de votre réaction il y a quelques mois lorsque le gouvernement nous a annoncé que les crèches, les écoles, les collèges, les lycées seront fermés pour une durée indéterminée et qu'il serait interdit de sortir. Et là, il y a une explosion d'émotions à tous les niveaux. Déjà, au niveau de vos enfants, il y a fort à parier que si c'est comme moi à la maison, à l'annonce de ces mots-là, j'avais l'impression que l'équipe de France de foot venait de gagner la Coupe du Monde, tellement que c'était un état de joie intense. Et pour nous, peut-être une peur, un stress, une incertitude, coupé de tout repère. D'ailleurs, la joie des enfants s'est vite transformée en colère. Mais oui, il n'y avait pas d'école, mais il y avait encore les devoirs à la maison. C'était incompréhensible, difficile de faire la distinction entre plus d'école, les vacances scolaires, mais encore les devoirs à la maison. Et nous aussi, nos émotions n'ont fait que se transformer et s'évoluer et évoluer pendant cette période de confinement, jour après jour, où nous ne savions pas de quoi allait être fait le lendemain. Et du coup, plein de choses ont été remises en question. Souvent, d'ailleurs, on parle d'émotions positives ou d'émotions négatives. En fait, les émotions ne sont ni positives ni négatives. Elles sont avant tout agréables ou désagréables. Car toutes les émotions servent à quelque chose, mais à condition de savoir à quoi elles servent. C'est vrai après tout. Si on ne sait pas à quoi sert une émotion, on va se laisser envahir par cette émotion. Donc c'est vraiment important de savoir l'utilité de toutes ces émotions-là. Et derrière chaque émotion se cache un besoin. Un besoin qui n'est soit pas exprimé, soit pas assouvi. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ça, c'est un petit peu une partie théorique. Alors, je vous propose de découvrir, et on va en faire l'expérience, on va dire les 3 émotions de base. Oui, vous allez, on croit souvent qu'il y a 4 émotions de base, mais moi je vais vous en parler de 3 et vous allez comprendre pourquoi. Oui, derrière chaque émotion aussi se cache une énergie. Alors, tenez, prenons par exemple la joie. La joie de il n'y a plus d'école ou la joie de quelque chose qui vous rend joyeux. La joie nous envoie un message comme quoi les choses se passent à merveille, comme nous l'avions prévu ou que notre plan, voilà, rien ne s'est mis sur notre chemin. C'est une joie qui va dégager une forte énergie, mais une forte énergie d'ouverture,
avec un besoin de fêter, de célébrer, de partager, d'en parler. Ça, c'est l'émotion de la joie. Une énergie, un besoin, une situation. Prenons maintenant la tristesse. La tristesse, elle, est là pour nous indiquer que nous sommes face à un manque. Le manque de quelqu'un, mais peut-être aussi le manque de quelque chose. Derrière cette émotion, il y a aussi un besoin. Eh bien, ça peut être dans la tristesse un besoin de se renfermer, un besoin de s'isoler, peut-être un besoin de parler, de se confier pour évacuer ça. Et dans la tristesse, avouons-le, on n'a pas beaucoup d'énergie, bien au contraire. Et moins on a d'énergie, et plus on se renferme dans une tristesse. La troisième émotion, on va parler de la peur. La peur, elle, est là pour nous indiquer que nous sommes face à un danger. Un danger qui peut être réel, mais aussi un danger qui, dans 90% des cas, est imaginaire. On imagine des choses qui ne se produiront probablement jamais. Face à la peur, on peut avoir deux réactions. On peut avoir une réaction de fuite, ou alors on peut avoir une réaction de tétanie, tellement tétanisée que l'on est incapable de prendre une décision, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Donc voilà, c'est la peur de s'isoler, c'est la peur de prendre une décision, c'est la peur d'un danger qui n'arrivera probablement jamais. Et là, dans la peur, on peut avoir soit cette énergie qui va nous pousser vers une action, soit au contraire cette tétanie qui va nous paralyser et nous empêcher d'avancer. Alors je vous ai parlé de trois émotions, mais vous allez me dire, il en manque une. Enfin, il en manque beaucoup. Mais dans les principales, il en manque une. Et c'est l'émotion, quand j'ai vu les questions que m'a envoyées Sarah, c'est une question qui revient souvent. Donc permettez-moi de m'attarder un petit peu dessus. C'est là. Pardon? Oui, mais j'ai bien entendu, vous l'avez dit chez vous, il s'agit de la colère. En fait, la colère n'est pas une émotion principale. Alors, peut-être que vous êtes surpris en entendant ça, parce que la colère, c'est quoi? La colère nous indique que les choses ne se passent pas comme on l'aurait souhaité. Notre plan, alors si dans la joie, le plan, il est rectiligne, la colère, c'est un fossé. Les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. Ou alors, nos valeurs ne sont pas respectées. Parce que notre entourage, ou les personnes avec qui on est, ou ce qui nous procure cette colère, ne respectent pas les valeurs que l'on nous a transmises. Eh bien, en fait, derrière la colère, c'est souvent une peur ou de la tristesse. Je vous donne un exemple. Un enfant qui se met en colère parce qu'on lui interdit de jouer à un jeu. Eh bien, c'est pas forcément l'émotion principale qui va arriver, c'est de la tristesse parce qu'il est triste de ne pas pouvoir jouer à ce jeu-là ou de ne pas pouvoir finir sa partie. Souvent, la colère et la tristesse sont vraiment très liées parce que la colère lorsqu'on est en colère, les enfants sont en colère très souvent, ça va finir par des larmes, et aussi cette tristesse va pouvoir engendrer de la colère ou bien de la peur. Je suis en colère parce qu'il s'est passé quelque chose. En fait, au fond de moi, j'ai peur. Au fond de vos enfants, il y a une peur. Et c'est très important et très intéressant à aller creuser un petit peu lorsqu'il y a des colères, parce que vous connaissez mieux que personne le fonctionnement de vos enfants. Et vous avez pu remarquer que généralement, les colères sont toujours les mêmes. Donc, allez creuser un petit peu là pour voir quelle peur ou quelle tristesse peut se cacher derrière cette colère. La frustration, en fait, c'est la suite de la colère. On est dans une autre émotion. Souvent, la colère est signe d'agressivité. On parle souvent de volcan de la colère. On va imaginer ça. Moi, l'image que je donne, c'est vraiment un volcan. Vous voyez, un volcan, on va prendre un volcan quelconque. De premier abord, la montagne est belle. Les oiseaux chantent, la verdure, la végétation est luxuriante autour. Sauf qu'il y a quelque chose qu'on voit pas, au fond, c'est ce magma, cette boule de feu qui commence à bouillir et qui commence à monter, jusqu'au moment irréversible où le magma va casser la croûte terrestre et la lave va jaillir. Et à ce moment-là, vous aurez beau mettre
toutes les casernes et canadaires du monde, rien ne pourra éteindre ce volcan. Eh bien, une colère, c'est pareil. Il y a quelque chose de premier abord qui se passe bien. Sauf que à l'intérieur, ça commence à bouillir. Ça boue, ça boue, ça boue, ça boue, ça boue, ça boue, ça monte et ça explose. Et là, vous ne pourrez pas, à aucun moment, arrêter cette colère. Comme on ne peut pas arrêter la lave en éruption d'un volcan. Toutes les colères sont tolérées, mais pas forcément l'agressivité. Parce qu'une colère va générer une hormone qui s'appelle la dopamine et qui va justement faire en sorte que tout va devenir explosif. Alors, quand c'est comme ça, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on peut anticiper ce moment de colère, soit on peut y travailler après. On reviendra un petit peu plus tard avec certains outils qui vont permettre un peu de calmer, de reconnaître ces colères. Tout à l'heure, par contre, j'ai dit quelque chose qui peut contredire ce qui va venir. Mais vous allez comprendre pourquoi. Quand j'ai dit que aucun pompier ne pourrait éteindre la lave du volcan, il y a quelque chose qui peut éteindre ou apaiser la colère. Et ça, vous pouvez le noter et vous pourrez l'expérimenter pour vous-même d'ailleurs, c'est de boire un verre d'eau. Cul sec. Oui, pendant une colère, et je le fais, même si je suis pas en colère, le fait de boire un verre d'eau va disperser cette dopamine et va réguler la dopamine et un neurotransmetteur qui est à l'intérieur du cerveau qui va au contraire faire en sorte que les choses vont s'apaiser. On va réhydrater le corps. Ça, je vous garantis, c'est relativement efficace. Et en plus, il y a quelque chose, c'est qu'une colère, mais comme toutes les émotions d'ailleurs, c'est quelque chose de communicatif. Hein, vous l'avez bien vu, les enfants sont des éponges et ils vont prendre nos émotions, mais aussi ça va dans l'autre sens. La plupart du temps, souvent, ça arrive en tout cas, lorsqu'un enfant se met en colère, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui crier dessus en lui disant « Mais bon sang, ça sert à rien de te mettre en colère !» Et comme les enfants fonctionnent avec des neurones miroirs, ils ne vont pas comprendre pourquoi eux, ils peuvent. Enfin, vous pouvez plutôt, on va faire ça dans l'autre sens, et eux ne peuvent pas. Il y a quelque chose aussi qui est important à savoir dans l'apprentissage des émotions, et je terminerai là sur la partie un petit peu théorique, c'est que les enfants, le cerveau n'est pas mature avant 7 ans pour comprendre qu'une action va générer une émotion. Une situation égale une émotion. On dit, ouais, 7 ans, c'est l'âge de la raison, même si, de plus en plus, cet âge de la raison a tendance à se décaler vers 8, 9 ans. Donc, si vous avez des enfants de moins de 6 ans, 7 ans plutôt, c'est une autre approche que l'on pourra faire, car il n'a pas encore conscience de ses émotions. Alors, le travail des émotions est de plus en plus important. Comme je le disais précédemment, d'ailleurs, en parlant des enseignants, les émotions sont au programme de l'éducation nationale depuis 2015. Donc c'est magnifique et heureusement que ça existe. Et toutes ces émotions, eh bien, ont été renforcées pendant cette période de confinement, malheureusement. Et c'est aujourd'hui qu'elles finissent par ressortir. Vous savez, c'est toujours quand la coupe est pleine qu'elle finit de déborder. C'est pas avant. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette peur de l'inconnu, cette incertitude. On ne savait pas comment ça allait se passer. Nos enfants avaient leurs émotions. Nous avions nos émotions. Et finalement, on ne parlait pas du tout le même langage. On ne voyait pas les choses de la même manière. On entendait des choses. Les enfants entendaient des choses. On comprenait des choses. Les enfants ne comprenaient pas forcément les mêmes choses que nous. Donc c'est pour ça que ça a été un petit peu délicat, cette période, et qu'elle l'est toujours. Mais finalement, la question qu'il faut se poser, pendant cette période de confinement, étions-nous vraiment à l'écoute de nos enfants? Et étions-nous vraiment à l'écoute de nos émotions? Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme nous avions tout notre flot d'émotions et qu'on ne parlait pas le même langage émotionnel, c'était difficile de comprendre parfois ce que ressentaient nos enfants, et nos enfants avaient du mal à comprendre ce que l'on ressentait. Ils ont entendu beaucoup de choses, les enfants. C'est terrible ce qu'ils ont entendu. D'ailleurs,
ce qu'il en ressort aujourd'hui, c'est des peurs. Et il en est ressorti pendant le confinement aussi. Des peurs de la maladie. Je reçois régulièrement, depuis le déconfinement, des enfants qui ont peur de sortir parce qu'ils ont peur d'attraper la maladie. C'est difficile. Le retour à l'école qui n'était pas obligatoire, qui était facultatif, les arrangeait bien. Là, on arrive dans un retour qui est obligatoire. Quoique, le obligatoire, on peut voir ce qu'on en fait aussi. Une émotion qui est beaucoup ressortie aussi, c'est cette tristesse. Tristesse, parce qu'il y a eu bon nombre de violences pour lesquelles les enfants ont été spectateurs chez eux. Ou alors des séparations. Il y a eu des décès. Il y a eu aussi tristesse de ne pas voir les restes de la famille, les autres membres de la famille. Tristesse de ne pas voir ses camarades. Tristesse de ne pas pouvoir sortir, de ne plus faire son activité sportive favorite. Et tout ça, finalement, a souvent engendré de la colère. Et ça reprend le point que j'énonçais précédemment, où peur et tristesse sont associés à la colère. Donc, une fois de plus, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, j'ai identifié 3 points. 3 points qui sont assez importants pour aider aujourd'hui, mais pas que aujourd'hui, vos enfants à s'épanouir, à avancer, à se sentir bien dans cette société qui est incertaine. Et encore, comme je vous disais tout à l'heure, chaque étape, chaque société a vécu des événements qui ont été difficiles, douloureux, pour lesquels il a fallu faire preuve de résilience. La résilience, c'est quoi? C'est la capacité que l'on a à rebondir, à laisser passer les choses, ou au contraire, ou en tout cas, du moins, à avancer. Donc, le premier point que je vous invite à noter, j'espère que vous êtes toujours là avec moi. Alors, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais je suis sûr que vous êtes toujours là avec moi. N'hésitez pas à envoyer un petit commentaire à Sarah, un petit like, un petit pouce, un petit hello, et à noter, hein, à prendre des notes. Donc, le premier point, c'est vraiment d'aider vos enfants à exprimer leurs émotions, mais pas seulement, à les accepter. Accepter ses émotions, accepter son ressenti, accepter la situation. Attention, je dis pas que c'est facile, mais c'est un point qui est très important. Et pour illustrer ce propos, je vais vous parler de 2 phrases qui me sont importantes. La première, c'est « ce à quoi je résiste persiste ». C'est-à-dire que plus je vais résister à quelque chose, à un événement, à une émotion, plus cet événement où cette émotion va persister, donc se transformer en état émotionnel. Et plus on va la trimballer dans notre bagage, dans notre sac à dos qui va être lourd et qui va arriver à un moment, à l'âge adulte, eh bien, toutes ces persistances, eh bien, vont faire un sac à dos très très lourd et au risque de finir par craquer. La seconde expression qui va dans le même sens, qui est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Finalement, ça veut dire la même chose. Tout ce que je ne dis pas va rester intérieurement, va être enfoui parce que je vais le refouler. C'est pour ça que c'est vraiment très important déjà d'écouter, mais je reviendrai après, de laisser vos enfants exprimer leurs émotions et de les encourager à accepter cette émotion-là. Tu es triste, j'accepte que tu sois triste. Tu es en colère, j'accepte que tu sois en colère. Pour ça, c'est simple, il y a 2 outils. Le premier, c'est l'écoute. La plupart du temps, je ne dis pas que c'est ce que vous faites, hein, attention, mais c'est ce que moi j'observe dans mes accompagnements. La plupart du temps, nous n'écoutons pas nos enfants. Nos enfants sont des richesses, ils ont des messages à nous transmettre. Sauf que, pendant que nos enfants nous parlent, eh bien nous, on est déjà en train de penser à ce qu'on va pouvoir leur répondre. Et ça, d'une, ils le ressentent, et de 2, il est possible que nous passions à côté d'une information importante que notre enfant a à nous dire. Et du coup, créer un conflit. Entendre et écouter, c'est pas pareil. Là, j'imagine que vous êtes en train de m'écouter, c'est-à-dire attentivement. Sauf que pendant que je parle, peut-être que dans une autre pièce, vous entendez un brouhaha de vos enfants qui sont en train de jouer ou de la télé qui tourne en fond ou je ne sais pas, autre chose. C'est vraiment important d'écouter attentivement, ce qu'on appelle de l'écoute active, sans jugement, sans critique, c'est écouter pour écouter.
Je lisais un article dans un magazine étranger il y a quelque temps qui parlait que, en moyenne, nous passons 15 minutes par jour à parler avec nos enfants. 15 minutes par jour. Si mes calculs sont bons, dans une journée, il y a 1440 minutes. Et nous passons que 15 minutes à communiquer. Quand je dis communiquer, c'est pas forcément range ta chambre, viens mettre la table, fais ton cartable, enlève tes chaussures, va te doucher. Non, c'est à parler, à s'intéresser à ce que nos enfants ont à nous dire. 15 minutes par jour. L'autre jour, je parlais de ça avec une personne, il me disait oh, mais c'est énorme 15 minutes par jour. Ça dépend de quel côté ça dépend de quel côté on se pose. En tout cas, nos enfants en ont besoin. Et c'est dans ce sens-là que l'on peut encourager nos enfants à exprimer nos émotions. Et c'est pas mais arrête de pleurer, mais ça sert à rien de pleurer. Mais non, ça t'as pas mal. Mais non, il va rien se passer, t'inquiète pas. Oh là là, c'est la télé qui raconte ça. Là, on ne les écoute pas. On est en train de leur transmettre quelque chose. Pour eux, c'est du charabia. Moi, je ressens une émotion, c'est comme pour vous. S'il y a quelque chose qui va vous mettre en colère et que je vous dis, mais enfin, ça sert à rien de se mettre en colère, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas le risque que la colère monte d'un cran? Ou s'il y a une tristesse, je vous dis, oh, c'est bon, c'est pas grave, ça, c'est pas grave, écoute, t'as embuné ta voiture, c'est pas grave, il y a les assurances, etc. Non, si vous êtes en colère, si vous êtes triste, vous avez vos raisons d'être triste et d'être en colère. Et vos enfants sont exactement dans la même situation. Et donc, comment on fait aussi pour permettre aux enfants, parce qu'il y a des enfants qui ont du mal à exprimer leurs émotions. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ont des enfants qui sont atteints du spectre de l'autisme, qu'il y a des personnes qui ont des enfants, des EIP, des enfants précoces ou au potentiel. Et ces enfants-là ont beaucoup de mal à exprimer leurs émotions. C'est un flot d'émotions, aussi bien des émotions agréables d'ailleurs que des émotions désagréables. Eh bien, pour les accompagner dans ce sens-là, c'est juste de leur poser des questions, d'observer. J'entends bien qu'il y a quelque chose, enfin, je vois qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Est-ce que tu veux m'en parler? J'entends bien qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Quand tu seras prêt, tu pourras m'en parler. Juste quand tu seras prêt. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Vous voyez, vraiment tout en posant des questions. Parce que même si votre enfant n'a pas la réponse ou ne vous en parle pas, le fait que vous lui posiez la question va à lui générer une certaine réflexion. Ah tiens, elle me pose une question. Ouais, c'est vrai. Attends, qu'est-ce qui se passe là dans mon corps? J'ai une boule à la gorge. Vous voyez, même s'il ne vous l'exprime pas, eh bien, il va se la poser la question. Et aussi, pour accompagner les enfants dans ce sens-là, eh ben, c'est vous d'exprimer vos émotions. C'est de dire, écoute, là, en ce moment, je commence à me mettre en colère parce que je vois bien que je t'ai demandé plusieurs fois de ranger ta chambre et qu'elle n'a pas encore été faite. Le fait de le dire, ça va diminuer d'un cran l'intensité de votre colère. Le fait que votre enfant exprime sa colère, enfin, ou toute autre émotion d'ailleurs, va diminuer d'un cran l'émotion qu'il va ressentir. Donc voilà, exprimer et accepter l'émotion et la situation qui est en train de se passer. La deuxième clé que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise. On en parle beaucoup et parfois ça paraît complètement difficile de lâcher prise dans une situation. Alors, je vais vous faire une petite démonstration du lâcher prise avec une prise. Je vais vous donner un petit cours d'électricité avant de vous expliquer le lâcher prise. Examinons un peu cette prise de plus près. On voit qu'il y a la prise électrique avec les deux connecteurs qui vont permettre au courant de rentrer à l'intérieur de la prise avec le bloc. Puis nous avons une gaine, une grosse gaine qui va être la protection, qui va renfermer à l'intérieur deux autres câbles qui sont plus petits et qui vont avoir une couleur différente et qui vont protéger eux aussi des fils. Vous voyez, tous les petits fils qu'il y a à l'intérieur, il y en a une vingtaine. Je vous apprends rien, je ne vais pas vous faire un cours d'électricité, mais ça, et si on remplaçait cette prise électrique par nous? Hop,
Alors, ça, c'est nous, avec notre énergie, nos valeurs, toutes les choses que l'on a à l'intérieur de nous, avec la famille, le bloc. Le câble blanc, la gaine, c'est la protection. Nous avons besoin de nous sentir protégés pour être bien. C'est un des premiers piliers de la pyramide de Maslow, c'est les besoins primaires. Si on n'est pas bien dans ces besoins primaires fondamentaux, le reste n'ira pas. Donc c'est notre protection. Et qui c'est qu'on protège dans notre famille? Eh bien, on protège les autres membres de la famille. Et chaque membre de la famille, je ne sais pas si vous voyez bien là, hop, chaque personne a ses propres émotions. Un câble, un fil, c'est l'émotion de la colère, la tristesse, la joie, la frustration, etc. Pour moi, et la même chose pour mes enfants, pour mon conjoint, pour mes collègues. Sauf que parfois, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces émotions-là vont s'entremêler, vont se percuter, vont créer un court-circuit. Et du coup, le courant va être explosif. La première chose à faire, eh bien, c'est de débrancher la prise. On débranche la prise, il n'y a plus de courant. Et ensuite, on va remettre les émotions hop, à la bonne personne. On va refaire un bon fourreau qui va tranquillement être mis renfermé hop, dans sa protection. Et là, les émotions ne vont plus s'entremêler, bien entendu, parce qu'au bout, il y aura un joli cœur clignotant. Voilà ma petite explication du lâcher-prise. Ensuite, on peut remettre le courant, bien entendu. Mais la première chose à faire, quand il y a un court-circuit, on débranche la prise, on coupe le courant. Et bien finalement, c'est pareil pour nous. C'est quoi le lâcher-prise? Eh bien, c'est de prendre de la distance. C'est aussi de prendre rendez-vous avec soi-même, de faire des choses qui nous plaisent. C'est de sortir, de s'aérer, de se changer les idées. C'est aussi de passer le relais, comme je disais, c'est-à-dire que on est face à une situation où on sent que ça va être explosif, on peut plus rien faire. Eh bien, on va demander à notre conjoint, à notre conjointe, à nos parents, à nos voisins. Écoute, là, j'ai besoin de me changer les idées. Est-ce que tu veux prendre le relais, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me prendre les enfants? Tel jour, j'ai besoin d'aller me promener, j'ai besoin d'aller à la piscine, j'ai besoin d'aller faire les boutiques ou je ne sais quoi d'autre. Mais c'est de lâcher prise. Et lâcher prise aussi, c'est être dans l'instant présent. Alors, je vais vous partager une petite astuce pour aider vos enfants à être dans l'instant présent. Eh bien, c'est de sortir et de prendre le temps d'observer, ou même vous pouvez faire ça chez vous, de prendre le temps d'observer ce qui est autour de vous. Travailler sur les 5 sens. On va observer les différentes formes, les différentes couleurs, les différents matériaux. Ah tiens, il y a du vert clair. Ah, puis cet arbre-là, il n'a pas les mêmes feuilles, il n'a pas les mêmes couleurs. C'est aussi d'écouter. Cet après-midi, après avoir préparé ce live, je suis allé me promener dans un parc vers chez moi. C'est magnifique le chant des oiseaux. J'avais l'impression qu'ils communiquaient entre eux. Et j'avais l'impression d'être à l'écoute de cette communication, de comprendre ce qui se disait. Puis on peut aussi, toutes ces odeurs d'herbes, de fleurs, de printemps, il a plu cet après-midi, ça a fait remonter tout un tas d'odeurs. Et puis, ce goût aussi, qu'est-ce qu'on a dans la bouche hein? T'as le goût de quoi? J'ai encore le goût du pain au chocolat que j'ai mangé tout à l'heure. J'ai le goût, tiens, de la glace que je mangerai bien plus tard. C'est aussi de toucher. Les enfants ont besoin de toucher, ont besoin de tactile. Malheureusement, ça se perd à cause de tout ce numérique qu'il y a là aujourd'hui. Donc voilà. Deuxième point, osez lâcher prise parce que vous avez accepté ce qui se passe et que vous l'avez exprimé. Et troisième point, c'est de s'habituer à voir le positif pour mieux avancer. Souvent, en tant qu'être humain, on voit les choses pires qu'elles sont. Et on a tendance à voir les choses noires. C'est vrai, finalement, c'est rare quand on voit les choses qui vont dans le bon sens. Et nos enfants, eh bien, vont se calquer sur ce que l'on fait. Pour aider vos enfants à voir le positif, je vais vous donner là encore un petit exercice que vous pouvez faire le soir et que les enfants adorent. C'est ce que j'appelle le rituel du soir. C'est de leur poser 2 questions. La première question, c'est qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ta journée? Le plus aimé, c'est aimer faire, aimer voir, aimer boire, aimer manger, aimer aller, aimer écouter, aimer. C'est pas que j'ai aimé faire ça. J'ai aimé manger ça. J'ai aimé écouter le bruit des oiseaux. J'ai aimé aller à cet endroit-là. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui t'a rendu fier
aujourd'hui. Parce que les enfants de nos jours ont besoin de fierté, ont besoin de renforcer cette fierté. Les enfants n'ont plus confiance en eux. Ils ont besoin de renforcer cette confiance. Et quand on est fier de soi, on est confiant. Et quand on est confiant, on est fier de soi. Qu'est-ce qui t'a rendu fier aujourd'hui? Eh ben, ce qui m'a rendu fier, c'est que j'ai aidé une personne à traverser. Ce qui m'a rendu fier, c'est que j'ai fait telle action à la maison sans qu'on me le demande. Et obligatoirement, tous les jours, vos enfants vont avoir une chose qu'ils ont aimée et une chose qui les ont rendus fiers. Et si la deuxième colonne, la deuxième partie, qu'est-ce qui t'a rendu fier, est souvent difficile, vous pouvez utiliser qu'est-ce que tu as aimé pour trouver quelque chose qui a rendu fier. Qu'est-ce que tu as aimé? J'ai aimé manger ce gâteau. Et ce gâteau, peut-être qu'on l'a fait ensemble aussi. Tu peux être fier d'avoir mangé quelque chose que tu as fait. Voilà. Je donne vraiment un exemple et c'est à vous aussi d'aller aider vos enfants à rechercher parce que comme ils n'ont pas l'habitude d'avoir le côté positif, ils vont avoir besoin de votre aide. Mais laissez-les chercher avant tout. Et le top du top, c'est aussi de le marquer. Prenez une feuille de papier, un carnet, marquez la date, une colonne ce que j'ai aimé et une colonne ce qui m'a rendu fier. Et tous les jours, c'est de noter, de noter. Le petit astérix, c'est que chaque jour, il faut que ce soit quelque chose de différent. C'est pas que j'ai aimé manger ça, le lendemain j'ai aimé manger ça. Non, c'est chaque jour doit être, et sur une semaine, quelque chose de différent. Vraiment, vous allez renforcer, vous allez habituer votre enfant à voir le positif, à lâcher prise et à s'exprimer. Et en plus, à renforcer son sentiment, sa sensation, son émotion associée à la confiance, à l'estime de lui et à la fierté. Voilà. Je sais que sur le site d'Optoys, vous trouverez vraiment tout un tas de jeux, d'outils, d'articles qui vont aider vos enfants à mieux vivre leurs émotions. Hein. On peut pas dire, alors, dans le langage courant, on dit gérer ses émotions, mais les enfants ne sont pas des gestionnaires. On peut pas leur demander de gérer les émotions. Mais en tout cas, s'ils arrivent vraiment à mieux vivre ces émotions-là, c'est déjà bien. En les exprimant et les acceptant, en lâchant prise et en s'habituant à voir le positif. Donc, chez Optoys, je sais que vous trouverez vraiment tout un tas d'articles. Peut-être que vous en avez déjà. Moi, en tant que sophrologue, je suis grand fan et très bon client de Optoys. Nous, on a créé les émoticartes, dont Sarah vous parlait tout à l'heure. Donc, les émoticartes est une gamme de jeux de cartes qui permettent aux enfants justement d'exprimer leurs émotions, d'accepter ce qui se passe, de lâcher prise, de s'habituer à voir le positif. Parce que chaque jeu, alors il y a un jeu pour les enfants, c'est aider les enfants à mieux vivre leurs émotions. Il y a un jeu pour les parents, c'est pour mieux se connaître, pour éviter de se laisser envahir par ces émotions de parents et finalement les transmettre à nos enfants. Et il y a un jeu nature, c'est 30 jours, 30 défis pour sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement grâce à leurs émotions, car on sait très bien que ce qui est fait avec les émotions est fait avec le cœur, ce qui est fait sous la contrainte est fait à contre-cœur. Donc voilà, je vous laisserai aller sur le site de Optoys pour découvrir ces outils-là. C'est très simple, hein, il y a des cartes rouges qui représentent des émotions désagréables. Avec au verso, vous avez la définition d'émotion, à quoi sert l'émotion et comment je la ressens dans mon corps. Vous avez des cartes jaunes qui représentent les émotions agréables, avec pareil, la définition d'émotion, à quoi servent les émotions, comment je la ressens dans mon corps, quand est-ce que je me suis senti comme ça la dernière fois. Et vous avez des cartes bleues qui sont des cartes ressources, des petits exercices à refaire qui sont basés sophrologie, relaxation, programmation neurolinguistique, CNV, vraiment plein d'outils. Voilà, derrière, vous avez petits exercices pour permettre à l'enfant d'avoir une clé, une ressource, d'aller rechercher une ou plusieurs ressources. Voilà, en tout cas, c'est un jeu que j'ai voulu le plus ludique possible. Et vous voyez, tous les petits visuels ont été développés grâce à des enfants atteints de spectre de l'autisme. Et tant que le visuel n'était pas reconnu par ces enfants-là et d'autres avec d'autres difficultés, on travaillait et retravaillait les émotions. Donc voilà, vraiment, c'est un jeu qui peut aider tous les enfants à partir de 6 ans à mieux vivre et exprimer leurs émotions. Voilà, je vous inviterai vraiment. Le jeu parent est basé sur le même principe et le jeu nature, c'est vraiment des défis. Pour terminer ma partie, avant de passer à vos questions
réponse. Je terminerai sur une citation, alors vous la voyez pas, je vais juste lever l'écran de l'ordinateur, qui est d'Antoine de Saint-Exupéry et qui dit que toutes les grandes personnes ont d'avant tout été des enfants, mais que peu d'entre eux s'en souviennent. Donc, en tout cas, nous avons tous, en tant que parents, en tant qu'adultes, en tant qu'accompagnement, été un jour un enfant qui, on ne sait pas comment il aurait vécu la situation que nos enfants viennent de passer. Donc, aidons-les à mieux vivre cette situation et cette incertitude dans leur avenir. Merci. Merci beaucoup, Patrice. Merci beaucoup à vous tous de votre participation. Donc, j'ai bien pris des notes sur votre intervention. Les coups des verres, ça m'a surpris. Ça m'aurait servi pendant les crises des colères de ma fille à 2 ans. Bon, je vais quand même garder cet outil. J'ai noté laisser exprimer les émotions. L'importance d'encourager et les accepter, l'écoute active et le lâcher prise, mais pas comme tout va bien, sinon vraiment cette prise de distance et très connectée au moment présent. Donc voilà pour certaines personnes qui ont arrivé un peu en retard, un petit récap. Donc des questions concernant ces outils que vous avez donnés, Patrice. À partir de quel âge on peut commencer avec l'écoute et le dialogue de ces émotions? Avec l'écoute et le dialogue, c'est le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Vous m'entendez parce que je vous entends très mal, Sarah. Oui. La question, c'est à partir de quel âge on peut. On commence avec cet encouragement à l'écoute et dialogue sur les émotions. Déjà, c'est d'écouter nos enfants, c'est le plus tôt possible. Qu'il faut arriver, les éduquer en fait à cette écoute, qu'ils comprennent que c'est des êtres à part entière et que l'on prend en compte leurs émotions. C'est très tôt aussi qu'on peut leur poser ces questions-là. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? Ou aussi, on a le non-verbal. Hein, j'avais prévu mon masque, mais je sais pas, il est tombé, peu importe. Mais quand on, hop, qu'est-ce qui se passe là? J'ai un filtre devant moi. Déjà, un filtre parce que il va filtrer les particules, il va filtrer le virus, mais aussi c'est un filtre émotionnel. C'est-à-dire que ce que j'ai à dire, ça va être filtré. Ou peut-être que déjà ma voix, elle change. Je vais l'enlever. Ma voix change lorsque j'ai ce masque, ce filtre-là. Donc du coup, les enfants qui ne peuvent pas, qui ont du mal à exprimer leurs émotions, avec le masque, ça risque d'être pire. Par contre, même pour les petits, vous avez le non-verbal qui va vous parler, c'est-à-dire les expressions du visage ou du corps. Et dans ce cas-là, c'est vraiment aussi de leur dire, écoute, voilà, de les inciter à parler de qu'est-ce qui se passe dans leur corps. Ou je vois que tu fais des gros yeux, que tu as les yeux froncés. Ou je vois que bah, t'as les mains tout contractées. Ou au contraire, t'as pas d'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te tracasse? Voilà, c'est vraiment le plus tôt possible. Je dirais que dès qu'un enfant sait parler, ou même encore avant, pour l'initier, bah, c'est de lui parler comme si vous lui parliez à un adulte. Oh, bah dis donc, t'as un gros chagrin, je vois qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Essaye de m'expliquer. Mais voilà, c'est vraiment d'initier l'enfant à lui apprendre à s'exprimer plutôt que de refouler ce qu'il ressent. Ok. Justement, en parlant du non-verbal, il y a plusieurs questions des enfants des mamans des enfants que malheureusement ont pas de parole. Donc du coup, il y a certains outils qui sont peut-être adaptés pour les enfants non-verbaux. Donc, ok, comment on adapte quels outils utiliser pour des enfants non-verbaux? Le miroir, le mime. Parce que finalement, le fait de mettre un enfant qui ne va pas pouvoir s'exprimer devant un miroir, on va lui renvoyer son image. Il va s'observer, il va voir comment il est quand il est comme ça. Ou alors, on peut très bien aussi faire une sorte de jeu de miroir. C'est pas forcément en étant devant un miroir, mais oh, dis donc, ta tête, elle est comme ça ou elle est plutôt comme ça? Vous voyez, le fait de les faire mimer ou de leur mimer ce qu'ils sont en train de ressentir. Ou dis donc, oh bah dis donc.
On dirait que tu as un gros sac à dos très lourd sur tes épaules. C'est quoi? Qu'est-ce qui renferme ce sac à dos? C'est une grosse tristesse ou une grosse colère? Vous voyez, c'est vraiment que l'enfant, en fait, puisse se dissocier, s'observer, prendre de la distance et observer un petit peu son non-verbal parce que vous allez l'accompagner dans ce sens-là. Ok. J'aimerais aussi partager la question d'Isabelle Giraud qui dit que souvent il a un problème avec la colère parce qu'il est symbolisé comme très négative, comme très agressive. Et donc, du coup, les enfants, ils les voient comme négatifs. Comment la faire vivre sans qu'il soit assimilé à une agressivité? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Souvent, la colère est vraiment associée à une agressivité. Il y a, chaque enfant étant différent, chaque degré de colère ayant son intensité, mais plus on va le faire parler sans lui dire mais arrête de te mettre en colère ou calme-toi. Mon Dieu, calme-toi. Moi, qu'on me dise jamais ça, quand je suis en colère, ça va m'énerver encore plus. C'est juste de lui, pardon, j'ai perdu le fil du coup, de le faire parler. Et on s'est rendu compte que plus on va parler de nos émotions et plus l'intensité, elle va diminuer. Le simple fait de dire ta colère, elle est à combien? À 1, qui est pas beaucoup, ou à 10? Juste le fait qu'ils vous disent 10, ça va diminuer l'intensité de la colère. Et après tout, c'est aussi de lui donner une sorte d'espace, une sorte d'exutoire. Ça peut être un coussin, ça peut être le matelas, ça peut être un livre qu'il a le droit de taper contre son lit ou contre voilà, ça peut être un doudou ou j'ai dans mes outils une espèce une grosse corde avec un nœud et l'idée c'est de tirer cette corde ou d'essayer de défaire le nœud ou en tout cas de prendre conscience. Quand on prend conscience souvent l'agressivité, elle est parce qu'on est tout contracté, on est tout tendu. Donc déjà, la première chose à faire, si on se détend, si on s'ouvre en fait, hein, si on ouvre les doigts, si on se détend, déjà, on va avoir beaucoup moins d'agressivité. Donc c'est ça, c'est de donner un espace aussi aux enfants qui soit un espace d'exutoire sur lequel il va pouvoir décharger ce trop-plein d'émotions sans que ce soit sur le frère, la sœur, la porte ou sur quelqu'un d'autre. Très bien, c'est noté pour donner de l'espace à cette émotion et l'accueillir et l'accepter justement. C'est ça, exactement. Le quatrième point que vous avez donné comme piste, comme outil concret, c'était voir le positif. D'ailleurs, j'ai bien aimé, je vais essayer de le mettre en place, ces deux questions de est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez rendu fier, mais à partir de quel âge on peut le mettre en place? C'était des questions Eh bien, c'est pareil. Moi, avec mes enfants, mon fils, il a 14 ans et ma fille, elle a 8 ans. On le fait encore tous les soirs depuis qu'ils ont l'âge de 5 ans. 5 ans. Depuis l'âge de 5 ans. On peut même peut-être le faire avant. Moi, j'ai commencé à 5 ans, voilà. Mais on peut même le faire avant. Et on peut même rajouter une question que moi, je rajoutais pendant le confinement. Alors, pendant le confinement, la question était, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que ta journée t'a appris? Mais pas en termes d'apprentissage cognitif, hein, pas dans tes devoirs, des choses comme ça. Qu'est-ce que ta journée t'a appris? Eh bien, il y avait des choses qui étaient intéressantes, qui ressortaient même dans les consultations que j'avais en téléconsultation, c'est que, eh ben, cette journée m'a appris à être plus patient. Cette journée m'a appris à arrêter de me projeter, parce que souvent, ce qui revient souvent chez les enfants, c'est et après, qu'est-ce qu'on fait? Et demain, qu'est-ce qu'on fait? Etc. Là, on ne savait pas ce qui allait se passer du jour au lendemain, parce que d'une heure à l'autre, tout pouvait basculer. Donc, il y a beaucoup d'enfants, un certain nombre d'enfants en tout cas que j'ai accompagnés, qui ont pris cette conscience-là, c'est que ben finalement, j'apprends à vivre au jour le jour, à me contenter de ce que j'ai parce que je peux pas aller à tel endroit. Et cette question aussi, elle est importante et on peut la rajouter dans la liste. C'est qu'est-ce que cette journée t'a appris finalement à être patient, à être tolérant, à être à l'écoute et parce que ça va en faire ressortir des valeurs chez l'enfant. Super. Merci. Une question, j'ai senti quand vous avez parlé du lâcher prise, de l'écoute active, c'est vrai que c'est des outils concrets, mais à certains parents, ça sonnait comme un peu théorique dans un monde idéal parce que on est assez chargé des pressions, des devoirs, le travail, les devoirs, les bains, tout le quotidien de la maison. Et on n'est pas dans les meilleures conditions, nous adultes, pour faire ça. Donc, est-ce qu'il y a aussi, pour que
on soit vraiment en mesure d'accueillir les émotions des enfants. Un travail aussi adulte à faire sur nos propres émotions, peut-être, ou une bienveillance vis-à-vis de nous. Exactement. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question qui revient souvent. Moi, je vis pas dans le monde des bisounours. J'ai pas l'habitude de vivre dans le monde des bisounours où tout beau, tout rose, et on est face à des difficultés. Et c'est pour ça que les clés que je donne, c'est vraiment des outils que moi j'utilise et que je recommande. De lâcher prise dans le monde d'aujourd'hui, c'est super important parce que sinon on arrive à un trop-plein, un burn-out. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques temps, une amie avec qui, avant le confinement, j'avais mangé au restaurant. Ça faisait plusieurs mois qu'on reculait ce moment pour manger au restaurant. Et du jour au lendemain, on a réussi à se caler ce rendez-vous. Et elle m'a fait une révélation. Elle me dit, tu sais, j'avais mon amie d'enfance. C'était ma meilleure amie. On était très proches. On a grandi ensemble. Et un jour, elle a déménagé. Son amie est venue habiter du côté de Montpellier, justement. Et elle me dit, et on trouvait jamais le temps de se voir. On s'appelait, on se programmait des choses, on les annulait, etc., etc. Par contre, un jour, son amie est décédée. Elle me dit, c'est bizarre, là, le temps pour aller à son enterrement, je l'ai trouvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut se donner le temps de faire les choses, on est capable d'arrêter ce qu'on est en train de faire et à donner une priorité à tout ça. Mais, je souhaite le décès de personne, mais ce qui est important aussi, c'est qu'est-ce qui nous empêche dans une semaine, tout comme on note notre rendez-vous chez le coiffeur, tout comme on note notre rendez-vous chez le médecin, de prendre notre agenda, papier ou électronique, et de marquer, vendredi, de 16h à 17h, je vais à la piscine, je vais marcher, je vais voir ma copine, je vais boire un thé. Qu'est-ce qui nous en empêche finalement? C'est 1 heure sur une journée qui compte 24 heures, multipliée par X jours de la semaine. Et vous verrez que le fait de faire comme ça, de noter ce rendez-vous avec vous-même, puisque c'est avec vous que vous allez prendre rendez-vous, vous allez vous y astreindre parce que si vous prenez rendez-vous chez le coiffeur, vous y allez. Vous n'allez pas poser un lapin au coiffeur ou au médecin, etc. Donc si vous prenez un rendez-vous avec vous-même, si vous n'y allez pas, c'est vous manquer de respect finalement. Et comme vous êtes la personne la plus importante à ce moment-là, vous allez honorer votre rendez-vous. Et vous allez rentrer, vous verrez que ça va vous faire du bien parce que ce que vous avez marqué sur ce rendez-vous-là, c'est quelque chose qui vous plaît. C'est pas juste le faire pour le faire. C'est faire parce que vous en avez un besoin intense. Et ça va être pour vous cette bouffée d'oxygène. Donc finalement, est-ce que c'est vivre au pays des bisounours de se dire je vais me caler un rendez-vous d'1 heure, 2 heures avec telle personne ou faire telle chose sur une semaine? Je suis pas sûr, mais quand on voit les bénéfices qui peuvent en ressortir, je pense que ça vaut vraiment le coup. Merci Patrice. Donc, c'est noté et ça va aider si on prend du temps pour nous à avoir ce côté positif. Et comme on disait certaines, les côtés positifs attirent du positif et on rentre dans des bonnes dynamiques en fait. C'est ça. Et juste par rapport à ça, c'est important de prendre soin de soi parce que si on veut prendre soin des autres, il faut qu'on prenne soin de soi. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours étonné, c'est quand on prend l'avion et que les hôtesses de l'air disent en cas de dépressurisation de la cabine, vous mettez le masque à oxygène sur vous et uniquement si la personne à côté de vous en a besoin, vous la posez sur la personne ou sur vos enfants. Moi, la première fois que j'ai pris l'avion avec mes enfants, quand elle a dit ça, je me suis hérissé, je me suis dit non, mon Dieu, j'espère qu'il arrivera rien, mais s'il arrive quelque chose, mon réflexe, ça sera de protéger mes enfants. Et on a une voisine qui est hôtesse de l'air et un jour, je lui ai posé la question. Elle me dit, mais Patrice, si tu arrives, qui va prendre soin de tes enfants? Ça veut dire que si vous ne prenez pas soin de vous, qui va prendre soin de vous? Comment vous pouvez prendre soin des autres si vous, déjà, vous n'allez pas bien? Et je pense que c'est vraiment une réflexion à avoir. C'est un bon exemple, ça crée une prise de conscience importante, donc c'est un bon exemple, comme toujours avec vous, concret et clair. Donc voilà, prenons du temps pour nous. C'est la conclusion de cet échange de 1 heure. Je ne sais pas si vous voulez rajouter autre chose avant de clôturer. Moi, je rajouterais merci d'avoir pris le temps pour vous ce soir pour nous suivre finalement. Parce que rien ne vous obligeait à prendre 1 heure de votre temps un mercredi soir à 21 heures, alors que peut-être que vous avez plein de choses à faire à la maison. Vous auriez pu le passer avec vos conjoints, vos enfants, vos copains, vos amis, mais vous l'avez passé avec nous. Ça veut dire que
vous pouvez prendre le temps quand il est nécessaire pour vous. Voilà, je finirai là-dessus. Et merci à vous, Sarah. Merci pour votre accueil, pour toute cette belle préparation qu'on a eue ensemble. C'était vraiment un plaisir de partager tout ça et vraiment bravo pour toutes ces belles initiatives que vous faites et chez Optoys. J'adore. Merci beaucoup, Patrice. Pareil, c'est une belle aventure. Oui. Oui. Je vous donne la parole. Ça coupe. Non, c'est à vous. Vous voulez dire quelque chose? Allô? Oui, Patrice, vous êtes toujours là? Ça y est, je vous avais perdu, Sarah. J'entendais plus rien. Je vous écoute. Non, je disais, pour aller plus loin encore, si vous allez sur notre site internet qui est emoticart.com, vous pouvez télécharger le kit de secours des émotions. Alors, c'est gratuit. C'est plein de petites fiches à l'intérieur que vous pourrez faire avec vos enfants. Alors, il y a le cube d'Emoticube, il y a l'étoile des émotions, hop, il y a le marque-page des émotions, il y a la roue des émotions, il y a le stop-porte pour les émotions. C'est plein de petites activités que vous pourrez faire avec vos enfants justement pour les aider et les inciter à exprimer, à reconnaître leurs émotions. Et pendant le confinement, on a aussi sorti les émoticartes spéciales déconfinement, comment arriver à lire les émotions derrière le masque. Je pense que vous mettrez le lien aussi sur la page mais vraiment en allant sur notre site, vous pourrez télécharger tous ces outils-là. Voilà, je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes et c'est gratuit, autant en profiter. Super. Merci beaucoup, Patrice, de tous les outils, de votre énergie positive qui arrive chez nous. Et aussi pour tous les outils que vous mettez à disposition gratuitement. Ma collègue Alexandra vient de mettre les liens pour le téléchargement des kits de déconfinement, tous ces émoticartes avec le masque. C'est ça. Et merci à vous tous pour être là, parce que c'est grâce à vous. Si on n'était que Patrice et moi ce soir, ça serait pas un live. Donc vous étiez nombreux aujourd'hui à nous suivre encore. Rendez-vous sur le site Emoticart pour télécharger tous les kits. Sur notre site optoys.fr pour des outils, vivre les émotions. J'ai bien aimé ça. C'est pas gérer les émotions. L'enfant doit les vivre, les accepter. Entre autres, Emoticart. Et aussi, je vous donne rendez-vous. D'abord, je vous dis qu'il y avait des questions sur ça. Replay sur la page Facebook Optoys, sur la chaîne YouTube, pour ceux qui sont dû coucher les enfants, accueillir les émotions des enfants avant les lives et que vous avez raté les débuts, voilà, vous pouvez le revoir. Rendez-vous sur Facebook d'Optoys la semaine prochaine, on a un autre live. Ça va être une récré ergo inclusive, donc encore un nouveau format avec Ergo Sévrier, une ergothérapeute qui nous a fait une session pour les enfants, pour les aider à la concentration et à se défouler. Donc, je pense que ça va être encore une belle aventure. Donc, je vous invite à nous suivre encore la semaine prochaine, à suivre la page Optoys, de Facebook d'Optoys. Merci encore à vous tous. Merci, passez une bonne soirée et puis vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux aussi de notre côté. Suivez Optoys et Emoticart ou Patrice Iacovella, on est partout et on sera un plaisir de vous accompagner avec Optoys. Merci, bonne soirée. Super, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, à bientôt.